Moi, après, je pars du principe que aussi, je n'ai pas l'intention forcément de copier ce qui se fait partout. Certes, il faut s'adapter à l'algorithme, mais faut qu'il y ait un contenu riche. Dans tous les cas, si c'est pour dire n'importe quoi, il y en a beaucoup qui copient-collent. Maintenant, il y a des chaînes qui se forment, comme à l'époque sur Facebook, et ça serait que c'est un peu fatigant. Des chaînes de posts, en fait, c'est-à-dire que c'est les mêmes posts qui sont recopie-collent, ils savent que c'est des posts qui ont fonctionné. Du genre, cet après-midi, je vais pas travailler, j'ai dit à mon équipe. Enfin, il y a des choses comme ça ces derniers temps. Et bon, c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Moi, j'essaye de faire vraiment du contenu original. Et soit je célèbre des choses, de ça compte pour moi. J'ai célébré les 5 ans, j'ai dit qu'il y a des clients qui nous suivent depuis 5 ans, etc. Soit j'essaye de partager vraiment du contenu ou du côté vie de la boîte. C'est intéressant, du côté vie de la boîte. Quand il y a des nouvelles personnes, des recrutés, même des personnes qui s'en vont d'ailleurs, des personnes qui ont beaucoup donné pour la boîte, on peut leur rendre hommage. Ça, c'est pas ce qui marche bien. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de recevoir aujourd'hui Mathieu Chauveau dans ce nouvel épisode du Panier. Mathieu est le CEO et le cofondateur, ou le cofondateur peut-être, on vous expliquera, avec la compagnie fiduciaire de Ça compte pour moi. Et Ça compte pour moi est l'un des meilleurs experts comptables en ligne qui existent, dans le top 3, tu nous expliqueras ça tout à l'heure, des experts comptables en ligne. Salut Mathieu, tu vas bien ? Salut Laurent, ça va, merci, et toi ? Ça va, merci d'avoir accepté l'invitation et on est fin juillet. Cet épisode sortira dans les jours qui viennent, mais ton accent chantant du sud, je crois que tu es à Toulouse, donne un avant-goût des vacances. Oui, c'est ça, on est à Toulouse. Super. Alors ça compte pour moi, je l'ai dit en intro, est un expert comptable en ligne. Moi, j'aimerais bien comprendre ce que c'est qu'un expert comptable en ligne. Il y en a quelques-uns, on en parlera, mais pas tant que ça. Et surtout, vous avez 5 ans, et en 5 ans, vous avez atteint déjà près de 3000 clients actuellement et dépassé 3 millions de ARR, donc de revenus récurrents annuels, ce qui est une incroyable croissance. Et surtout, vous êtes issu d'une sorte de startup studio, je ne sais pas si on peut dire ça, mais de la compagnie fiduciaire, qui est un grand câble d'experts comptables présent au niveau national. Je trouve intéressant d'imaginer qu'un groupement de cabinets d'experts comptables arrive à lancer des startups qui marchent aussi bien que toi, puisque tu représentes à date un client sur 4 ou un client sur 5 du groupe dans son ensemble. Alors, pas en CA, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pas en volume d'affaires, mais en nombre de clients, ce qui est assez incroyable. Mmh. Bienvenue sur le panier. C'est quoi un expert comptable en ligne ? Merci déjà pour l'invitation, encore une fois. Alors, un expert comptable en ligne, c'est en fait, on va faire tout ce que va faire un expert comptable classique, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'on va faire bien sûr des bilans comptables, des déclarations fiscales, des bulletins de paie, des formalités juridiques, et puis bien sûr l'accompagnement et le conseil qui va autour de tout ça. La différence, c'est qu'on va le faire en ligne, comme son l'indique, c'est-à-dire qu'on va le faire à distance, de manière 100% dématérialisée, donc sans papier, sans vraiment aucun échange de papier. Tout se fait via des outils qu'on a développés de notre côté, nous concernant uniquement en interne. Et on va échanger par téléphone, par mail, par chat, par visioconférence avec nos clients pour pouvoir les accompagner sur toutes ces parties-là. Donc ça va se traduire vraiment sur la forme plutôt que sur le fond, même si sur le fond, après, on s'adresse quand même à une certaine cible d'entreprises qui sont plutôt les petites entreprises, plutôt les TPE, les créateurs d'entreprises, et forcément pas à des multinationales ou à des boîtes, en tout cas un peu plus grosses. D'une Voilà, c'est ça. Okay. On s'adresse vraiment plutôt à des TPE, à des indépendants,
qui sont à l'aise avec le numérique. C'est un prérequis important aussi. Et en face de moi, j'ai donc un expert comptable qui est un employé, ça compte pour moi. Alors, moi je suis expert. Moi je suis expert comptable en effet. Ce que je veux dire, pardon, c'est pas une place de marché. Non, c'est totalement intégré. Nous, on est 45 aujourd'hui, 45 salariés sur 50 pour moi. Et en effet, on a dans nos effectifs, on a des collaborateurs comptables, pas forcément tous des experts comptables. Expert comptable, c'est un titre. C'est pour ça qu'on dit expert comptable en ligne plutôt que comptable en ligne. Expert comptable, c'est un titre qui est sanctionné, entre guillemets, si je veux dire sanctionné, par un diplôme et par une inscription à un ordre, un peu comme les médecins en fait, comme les notaires, les avocats. Enfin, c'est une profession réglementée. Donc il n'y a pas dans un cabinet autant d'experts comptables que de salariés. Il y a des collaborateurs comptables qui ont des niveaux master généralement et en effet qui vont gérer un portefeuille de dossiers. Et les experts comptables vont superviser cet ensemble. Nous, aujourd'hui, sur 50 pour moi, on est 2 experts comptables. Moi et Romain, qui co-dirige le cabinet avec moi. Et après, on a des collaborateurs comptables, on a des gestionnaires de paie, on a des juristes. Voilà, tout cet ensemble va faire qu'on va pouvoir accompagner nos clients de manière assez globale. D'accord. Alors, on reviendra sur la genèse dans une seconde, mais avant de... Non, mais allons-y. Comment est le marché de l'expertise comptable en ligne il y a 5 ans quand vous vous lancez? Il y a 5 ans, il est tout nouveau, il est tout neuf. En fait, même nous, on a réfléchi, on a mis un peu de temps à se lancer parce que on voulait bien réfléchir au concept, arriver à quelque chose de prêt et vraiment être sûr que ça fonctionne en tout cas, enfin mettre toutes les chances de notre côté dès le début et pas faire le bad buzz parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, on a été incubé en quelque sorte par un cabinet qui est assez connu quand même dans l'expertise comptable qui s'appelle Compagnie Fiduciaire et l'idée c'était quand même aussi d'arriver à lancer un produit, enfin un service en l'occurrence qui puisse refléter l'image de la compagnie fiduciaire qui a une bonne image dans la profession. Donc l'idée c'était quand même d'être prêt. Donc on a mis à peu près un an et demi quasiment à tout mettre en place. Donc en fait on a même vu le marché nous en 2014 au moment où on s'est lancé. Et là à cette époque-là en effet il y avait, enfin je dis on n'y était pas encore, mais il y avait très peu d'acteurs sur le marché. En fait il y a un acteur historique qui s'appelle ECL Direct. Je dis historique parce qu'il s'est lancé lui en 2008, donc vraiment très précurseur sur le marché, qui a grossi vite parce qu'il était tout seul au début. Et en effet, depuis 2015, ECL, il s'est pas embêté. Pardon, je cherchais, mais ECL, ça veut dire expert comptable en ligne. C'est ça. Mais d'ailleurs, et leur URL, c'est expert comptable TPE. Donc, à l'époque, il faisait un peu ce qu'il voulait. De toute façon, il était tout seul. Donc, c'était le seul. Mais étant une profession réglementée, tu as pas des choses à respecter d'ailleurs sur une URL? Alors, maintenant, c'est beaucoup plus ouvert depuis 2012. Quand lui s'est lancé, ça l'était pas encore. Donc, en effet, il a dû évangéliser un petit peu le marché vis-à-vis de la profession avant même les clients. Et en effet, nous on a des règles. Alors c'était assez strict jusqu'en 2012, c'est-à-dire que pour faire vraiment très strict, on n'avait pas le droit de faire publicité. Donc forcément, lancer un business en ligne sans publicité, c'est compliqué. Et c'est pour ça aussi que dès que ça c'est 2012 et même 2014, il y a eu d'autres ordonnances. Notamment 2014, c'est ce qui nous a donné le feu vert. Il y avait vraiment, là, ça a été free, entre guillemets, sur tout ce qui était publicité. Mais pour te dire, avant, c'était, par exemple, la plaque. Souvent, les experts comptables ont une plaque, tu sais, comme les notaires, etc. Ouais. Et les dimensions de la plaque, la couleur, etc., c'était réglementé. Donc, pour te dire jusqu'où ça allait. Et en fait, depuis, bon, ils ont levé. Même avant, on n'avait pas le droit de faire de prospection. Maintenant, c'est autorisé. En gros, maintenant, tout est autorisé. La seule contrainte, c'est de pas porter tort à la profession et aux concurrents. Voilà. Donc, en tout cas, pour pas revenir porter tort à la profession ou aux concurrents. Ok, d'accord. Vous avez suivi un peu avec les avocats pour qu'ils s'assient déréglementés et encore, on est un peu assoupli, quoi. Ouais, les avocats, on est beaucoup plus déréglementé, assoupli que les avocats. Ouais. Mais nous, en tout cas, on a ça. Après, tant que je suis à la limite sur ce sujet, on a aussi une réglementation qu'on peut apparenter à un monopole, puisque en fait, seuls les experts comptables ont le droit de tenir la comptabilité d'une entreprise. Il faut être expert comptable inscrit à l'ordre pour tenir une comptabilité
Et c'est important quand même parce qu'il faut savoir qu'il y a pas mal d'exercices illégaux de la profession d'expert comptable, comme la médecine, d'ailleurs comme les avocats, qui en ont aussi, mais nous on en a encore plus, puisque en fait c'est des gens qui ne sont pas diplômés ou alors pas inscrits à l'ordre, et donc pas contrôlés par l'ordre, parce qu'en fait l'intérêt d'être inscrit à un ordre, c'est qu'ils contrôlent aussi notre travail pour assurer une sécurité aux clients. Et il y a des illégaux, donc il faut faire attention d'ailleurs. Si les entrepreneurs qui nous écoutent à bien vérifier que leur expert comptable est est inscrit à l'ordre. Des fois, c'est impressionnant. Des fois, il y a des grosses structures et qui ont pas mal de clients, etc., et qui font ça dans l'illégalité. Donc ça, c'est important à rappeler. Seuls les experts comptables peuvent tenir la comptabilité dans notre entreprise. Après, on peut tenir en tant qu'entreprise sa propre comptabilité, tout internaliser si on le souhaite. Par contre, si on l'externalise, c'est forcément auprès d'un expert comptable. Ok, compris. Voilà. Et si du coup, il y a 5 ans, tu dis, vas-y. Voilà. Sur ECL, ils se sont lancés, eux, bien en avance, ils étaient tout seuls, donc ils ont grossi très vite sur un marché où ils étaient tout seuls. Peut-être, à leur désavantage, c'est qu'ils étaient tout seuls, donc ils se sont peut-être un petit peu, et je pense que c'est pas un secret de le dire, il m'en voudra pas, endormi, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, ils ont pas eu forcément le challenge de la concurrence qui leur a permis de se renouveler rapidement, et quand le déferlement, en tout cas, est arrivé avec les vagues suivantes. Il y a eu notamment Contact Clémentine en 2012-13 et en 2015, on arrivait nous. Alors nous et 12. Voilà. Et comme ça, moi, j'ai fait le tour déjà de tous les concurrents, comme ça, c'est dit. Mais nous et 12, on arrivait en 2015. Et en fait, là, je t'ai dit à peu près les 4 acteurs principaux du marché, qui sont ECL, Clémentine, 12 et ça compte pour moi. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais qui se sont lancés plus récemment, qui sont aujourd'hui, en tout cas, d'une moins forte notoriété. Okay. Et qui ne sont pas forcément des experts comptables en ligne, mais peut-être des places de marché aussi. Il y a des places de marché, oui. Je pense à Fred de la Compta, non, qui a fait pas mal de Exactement. bruit. Alors Fred de la Compta, ils ont fait 2 choses en fait. Non seulement ils ont pivoté, en fait ils ont splitté un petit peu leur activité. Ils ont gardé en effet Fred. Alors je crois que ça a été racheté, en tout cas, qui est une place de marché aujourd'hui. Et ils ont développé un logiciel qui s'appelle Income, qui est un logiciel de comptabilité, mais il n'y a pas d'expert comptable derrière. Ce qui est très important, en fait, la distinction à faire, c'est la distinction entre un expert comptable en ligne et un logiciel de comptabilité en ligne. Puisque nous, on n'est pas un logiciel. On est un mix un peu particulier qui est en fait le mix entre un service et un outil SaaS. Voilà. C'est important. Je comprends et je trouve ça intéressant parce que du coup, en termes de calcul de marge, de développement, de CODAC, ça change un peu la donne avec un SaaS ou une société de service à part entière. Donc toi, tu vends un logiciel. Et derrière avec ce logiciel, il y a un expert comptable ou plusieurs d'ailleurs, ou des juristes qui vont m'aider dans ma comptabilité, c'est ça? Ouais, exactement. Voilà. Et ce logiciel, tu l'as développé pour Ça compte pour moi, ou pour la startup Ça compte pour moi, ou vous l'aviez déjà développé avant et vous vous êtes rendu compte que vous pouviez en faire un SaaS? Non, c'est quoi la genèse d'ailleurs? Ouais, on l'a développé pour Ça compte pour moi, cet outil, clairement. Okay. Et en fait, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on l'a développé pour Ça compte pour moi et aujourd'hui on l'utilise avec Compagnie Fiduciaire. Et en fait, pour compléter juste là-dessus, quand on vient chez Ça compte pour moi, en fait, ce qu'on achète, entre guillemets, quand on signe le contrat, c'est le fait, en effet, d'avoir accès à un outil qui va me simplifier ma gestion administrative et qui va me donner des indicateurs en temps réel sur mon activité. Et avec, bien sûr, derrière, et ça, c'est quand même le plus gros, bien sûr, de ce qu'on prend, c'est l'accompagnement. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu es client chez Ça compte pour moi, tu as un collaborateur dédié, c'est-à-dire que c'est toujours la même personne. Quand tu appelles chez nous, tu as toujours le même collaborateur, et ça c'est un point important parce que c'est ce qui nous différencie aussi de la plupart de nos concurrents. Nous, on a fait ce parti-là qui a l'inconvénient forcément potentiellement un peu d'avoir la difficulté de disponibilité, la difficulté aussi, ça peut se jouer un peu sur la marge brute, et puis la difficulté quand il y a des départs, etc. Mais c'est quelque chose qui est très important. Les clients, ils y sont très attentifs parce que ça amène beaucoup de réactivité, ça amène beaucoup de proximité. Malgré le fait qu'on soit en ligne, la proximité, c'est quelque chose que nous, on a toujours voulu mettre en avant. Alors, c'est pas de la proximité physique, mais c'est la proximité avec nos clients, et ça nous fait très, très plaisir que tous nos clients aujourd'hui, ils connaissent bien la personne qui s'occupe d'eux chez nous, qui se tutoie, enfin voilà, il se souhaite de bonnes vacances, enfin voilà, il y a une relation qui s'installe, qui est très importante pour nous, et le fait que ce soit en fait, on est en ligne, c'est vrai, mais on apporte quand même beaucoup de proximité à travers ça. Pour revenir sur la genèse,
Sur la genèse, en fait, on l'a un peu dit tout à l'heure, compagnie fiduciaire, c'est aujourd'hui notre société mère, puisqu'on est une filiale, en fait, ça compte pour moi être une filiale, juridiquement parlant, de compagnie fiduciaire. Mais les deux structures sont proches, mais par contre, chacun a son propre fonctionnement, ses propres clients, ses propres salariés, ses propres outils. Enfin, c'est très très important de garder ça. Et ça a toujours été. Bureau. On n'est pas. Alors oui et non. On partage aujourd'hui en effet des locaux avec Compagnie Fiduciaire Toulouse, qui est une agence sur Toulouse, une des agences toulousaines. Mais Compagnie Fiduciaire, c'est réparti sur 25 agences en fait. Donc on a une des agences en effet où alors on partage. Ils sont au rez-de-chaussée, on est à l'étage, donc on se voit pas forcément beaucoup, mais ouais. Je te pose la question parce que dans les enseignements qu'on a sur l'intrapreneuriat, l'une des clés qu'on voit souvent, c'est d'excuber, de sortir la start-up des locaux. Parce que psychologiquement, en termes de process, en termes de même d'attribution du projet, tu vois, tu t'affranchis un peu de la maison mère et c'est super du important. carcan que ça peut être. Ouais. C'est super important et c'est ce que ça a été. C'est-à-dire que nous, en fait, donc 2014, je te disais tout à l'heure, 2014, on a commencé à réfléchir en fait au niveau de compagnie fiduciaire. Donc ça, pour moi, n'existait pas. C'était un nom de code, c'était un projet qui s'appelait Cabinet du futur. On a gardé. Des fois, ça traîne un peu partout. Des fois, on a d'ailleurs notre raison sociale, notre dénomination sociale, c'est CDF, Cabinet du futur. Oui, à l'époque, voilà, on n'avait pas trouvé le nom, ça compte pour moi. Et en fait, on a donc incubé ce projet en 2014. En fait, compagnie fiduciaire, c'est un cabinet qui est indépendant. C'est aussi ce qui fait la force de compagnie fiduciaire, c'est-à-dire que elle appartient entièrement à ses associés qui sont tous experts comptables, qui exercent dans le cabinet. Et même si c'est une grosse structure, et donc à l'époque il devait y avoir une vingtaine d'associés. Aujourd'hui, on est une trentaine. Et cette vingtaine d'associés, voilà, se dit il faudrait que on arrive à se renouveler, à surfer en fait sur la déréglementation de la profession dont on a parlé tout à l'heure, plus sur les outils numériques qui étaient en train de se développer. Mais c'est vrai qu'en 2014-15, au final, c'était le début du SaaS en fait. C'était, c'était pas très. Le début était dur. Ouais, en fait, c'est le début dans le sens où vraiment, je parle au niveau grand public parce que il y avait certes il y avait pas mal d'outils, c'est vrai, mais plutôt pour les gens qui sont affranchis, en tout cas sur du B2B, surtout plutôt sur des grosses boîtes. Mais si tu veux, t'avais pas beaucoup de choses pour les indépendants et pour les TPE. Il y avait pas les banques en ligne qu'il y a aujourd'hui. Il y avait pas, un certain nombre de évidemment, choses. Oui, non, mais je te taquine, mais ça s'est accéléré. Ouais. J'étais en train de chercher l'année de création de Celle-ci, qui est celle-ci, le CRM. Ouais, celle-ci. Ouais, ben ça doit être à peu près un petit peu avant, parce que nous, c'est les CRM qu'on utilise, en effet. Et ils existaient déjà, on les a pris en 2014. Donc, mais ils étaient tous jeunes. Hein. Ouais. Donc ça doit être 2012, quelque chose comme ça. Donc nous, on se dit, il faut qu'on crée quelque chose. Enfin, je dis nous, d'ailleurs, c'est les associés. À l'époque, j'étais pas associé. Et on lance ce projet, bon, historiquement sur Toulouse, parce qu'on cherchait à développer la région toulousaine, en tout cas, même si au final, on a bien sûr une clientèle dans toute la France, puisqu'on est en ligne, et même dans les dom-toms. Mais on a fait ça sur Toulouse parce que on avait cette volonté-là de s'installer dans ce secteur-là. Et on a lancé ça. Moi, j'étais sur Bordeaux à l'époque. Les associés du moment m'ont proposé de lancer ce projet, en tout cas de le mener. Et là, typiquement, en effet, c'était de l'intrapreneuriat, comme tu disais tout à l'heure. Je me suis mis dans la peau de l'intrapreneur. Et à l'époque, j'étais avec Mathilde qui nous a quittés depuis, mais on a tous les deux en fait mené ce projet. Moi, je m'occupais plutôt de la partie production métier et elle s'occupait plutôt de la partie marketing. Et on a lancé ça. On était 5 au départ. J'étais le seul à m'y connaître en comptabilité d'ailleurs. C'était plutôt une partie sales et marketing qu'il y avait au début. Toi, t'étais expert comptable, hein, d'accord. Moi, j'étais exactement. Et alors, t'as levé la main pour lancer le projet ou non. Comment ça s'est Non, j'ai pas. En fait, j'ai pas levé la main ouvertement pour le mener. Par contre, je faisais partie un petit peu des discussions, si tu veux, en tant que membre de la nouvelle génération du cabinet,
au niveau des jeunes experts comptables, ou futurs experts comptables d'ailleurs, parce que quand je l'ai lancé, j'étais pas encore diplômé d'expert comptable. Parce que c'est quelque chose, en fait, le diplôme, comme j'ai dit tout à l'heure, sanctionné par un diplôme qui, en fait, au bout de 8 ans, est un peu comme la médecine. Tu sors des études et après, tu as une espèce d'internat en cabinet, un peu comme les médecins. Et moi, j'étais dans ma fin de mon internat, si tu préfères. Okay. Et les notaires fonctionnent comme ça aussi. Et du coup, j'étais en passe d'être diplômé. Mais en effet, j'étais j'étais dans les discussions, et puis après, au bout d'un moment, en fait, le PDG actuel, Jean-Philippe Romero, que je connaissais bien, m'a proposé de mener le projet. Il m'a dit, est-ce que ça t'intéresse? Par contre, faut partir sur Toulouse. J'ai dit, aucun problème, je fonce. Je suis parti sur Toulouse, on a lancé ça, donc en février 2015. Moi, je suis arrivé officiellement sur le projet en janvier 2015, donc tu vois, juste avant. Et au début, d'ailleurs, je partageais encore mon temps un petit peu entre le cabinet compagnie fiduciaire. J'avais certains de mes clients premium, et puis petit à petit, je suis vite passé à plein temps dessus, parce que c'était aussi en attendant que on voit si il y avait de l'attraction, et il y a eu de l'attraction dès le lancement, en fait, dès le premier jour, ça a pris, quoi. Ok, mais le premier jour, ça veut dire que tu as quand même développé le logiciel. Bien sûr, par contre, on a dû développer. Et ça a mis combien de temps? Et ça a pris une bonne année, un peu plus d'1 an. Après, on avait un outil, on a démarré avec un outil qui est loin d'être celui qui est aujourd'hui, mais bon, il fallait démarrer forcément. L'avantage, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose. C'est Reid Hoffman, je crois, qui disait, donc le fondateur de LinkedIn, qui disait, je le traduis mais en gros, si tu es satisfait du produit que tu lances, c'est que tu as lancé trop tard. Ouais, c'est ça. Bon, on n'a pas lancé trop tard. Parce qu'en effet, on était sur l'outil notamment. Bon, même surtout, forcément, de toute façon, quand on se lance, on s'attendait pas à ce qu'il y ait ça aille aussi vite. Et après, on a dû un peu courir après le temps pour rattraper ça. Et en fait, aujourd'hui, et j'ai fait un post sur le sujet, il y a pas longtemps sur LinkedIn, parce qu'en fait, on a des clients qui sont avec nous depuis le premier jour, enfin, quasiment le premier jour, le premier mois, depuis plus de 5 ans. Et en fait, ils nous ont suivis, alors que, voilà, c'était loin d'être parfait. Et aujourd'hui, ils nous suivent encore, et franchement, quel plaisir, quelle reconnaissance de voir qu'il y a des clients qui te suivent depuis le début, alors que tu sais qu'au début, c'était loin d'être parfait, quoi. Donc, c'est vrai que ça c'est pas mal. Et ils ont dû voir l'évolution, en effet, forcément. Et c'est assez étonnant, parce que d'un cabinet comptable, d'expertise comptable, pardon, de lancer une startup, surtout une startup ultra tech, c'est pas ultra tech, mais vous êtes un SaaS, c'est pas il y a un degré quand même avancé. Ouais. Du coup, vous avez externalisé les développements? Vous les avez fait en interne? Non, on a tout internalisé. En fait, l'avantage, c'est que on a parmi nos associés, en fait, Frédéric, qui est donc associé de compagnie fiduciaire. Frédéric, c'est notre DSI en interne, et lui, il a la double casquette. Il est expert comptable, il est diplômé d'expert comptable, mais il a cette casquette tech depuis toujours, en fait, chez nous. Et c'est lui qui avait eu l'idée de l'outil, en fait, qui est un outil qui a changé pas mal de choses. Maintenant, il y en a pas mal depuis. À l'époque, c'était assez révolutionnaire, puisque c'est un outil, pour rentrer un tout petit peu dans la technique, qui fait ce qu'on appelle de la comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire basée sur les flux bancaires, et non sur les factures d'achat et les factures de vente. Historiquement, la comptabilité, c'est des factures d'achat qu'on comptabilise dans un journal d'achat, des factures de vente dans un journal de vente, et ensuite la banque qui vient pointer le tout. Et en fait, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est passé sur une comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire que on n'a qu'un journal de banque basé sur les flux bancaires, auquel on vient affecter une catégorie de recettes ou de dépenses. Et ça, c'était à l'époque tout nouveau. Et il a lancé ça, et ouais, pardon. C'est un truc qui est proposé en API maintenant par pas mal d'acteurs, il me semble. En gros, c'est de l'arbitrage. C'est ça. J'ai un truc qui rentre sur mon compte, et ensuite je l'attribue à une facture ou une recette. C'est exactement ça. La difficulté, c'est que les banques le font pour les particuliers. Pour les particuliers, c'est assez simple, parce que il y a pas de règles fiscales, il y a pas un plan comptable, il y a pas en fait des spécificités derrière au niveau de la TVA, etc. Donc en soi, c'est pas très grave s'il se plante l'outil, ou si toi tu te plantes en faisant ta catégorisation. Nous, par contre, derrière, c'est pas grave, parce que nous on contrôle, mais l'idée c'est quand même qu'on passe aussi le moins de temps possible derrière ça. Et la révolution, entre guillemets, justement, qui nous a permis aussi de pratiquer certains niveaux de tarifs, etc., c'est qu'il n'y a plus de saisie comptable. Nous, on fait pas de saisie, en fait. C'est-à-dire que c'est l'outil qui fait tout. Si
il y a une petite partie où c'est le client forcément qui doit renseigner à quoi ça correspond. Par exemple, un chèque, forcément, tu peux avoir le meilleur IA du monde, impossible de deviner qu'est-ce qu'il y a derrière un chèque. Mais sinon, l'outil, en fait, nous, on a du machine learning qui tourne pas mal dans l'outil. On a des débuts, voilà, d'IA un petit peu. C'est pour ça que c'est quand même assez poussé pour pouvoir justement deviner en face d'une catégorie à quel compte comptable ça correspond avec quelle règle fiscale en face. C'est là la difficulté. Des fois, notamment les banques en ligne pensent que c'est assez simple de pouvoir passer de la banque à la comptabilité et se rendre compte en fait maintenant que en fait c'est très complexe, que c'est un métier et que voilà, il y a des alors juste une question technique sur ce sujet, mais faire de l'arbitrage sur des flux bancaires que tu reçois, je sais pas, dans 5 cas sur 6 ou 3 cas sur 4, quand je reçois un règlement de facture, le client a pensé à mettre le numéro de la facture ou du bon de commande. Je peux arriver à le retrouver avec un peu d'intelligence, j'imagine, et de data de mon côté. Mais je dis 3 cas sur 4, c'est moins que ça. Très souvent, j'ai mon admin qui m'appelle et qui me dit mais ça correspond à quoi ça, quoi. Voilà. Oui, sauf que en fait, nous, on le rapproche pas forcément d'une facture, par exemple pour les ventes. Nous, l'idée, c'est de la rapprocher plutôt d'un compte comptable. Et donc, il faut savoir que cet encaissement, c'est par exemple, dans ton cas, une prestation de service avec une TVA à 20%. Mais par exemple, pour les ventes, tu as 5 taux de TVA aujourd'hui en France. Tu as des prestations qui sont intracommunautaires, des prestations hors UE, etc. Enfin, avec des règles de TVA spécifiques qui vont en face, ça va impacter aussi forcément le résultat. Et pareil pour les achats. Je prends un truc tout bête, le carburant. Aujourd'hui, tu as à peu près une dizaine de cas différents de règles fiscales au niveau du carburant en France. Donc c'est la simplicité française, mais aujourd'hui, que tu mettes de l'essence dans un véhicule de tourisme ou du gasoil dans un véhicule utilitaire, c'est pas du tout la même règle au niveau TVA. Et ça, nous, en fait, aujourd'hui, on arrive à faire en sorte que quand en fonction de ton dossier, etc., de ton expérience sur le dossier et de ce que tu as ce qu'on a pu engranger comme information, à avoir exactement le bon taux qui va avec, en fait, la bonne règle fiscale qui va avec, qui nous permet après de faire les déclarations de TVA, même si on les contrôle forcément, mais ça nous permet tout ça, en fait. Donc c'est pour ça que ça fait gagner beaucoup de temps parce qu'on fait pas de saisie comptable, le client fait pas de saisie comptable non plus. Et en fait, c'est l'outil qui le fait, et forcément on le fait en SaaS avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et ça nous permet de comprimer les coûts. En fait, les coûts, nous, c'est du temps, hein. Dans un cabinet d'expertise comptable, on vend du temps. Donc forcément, ce temps qu'on arrive à économiser, on peut le répercuter sur le prix. Compris. Voilà. Compris. Du coup, avance rapide maintenant, à 5 ans plus tard, 2020, 3000 clients, 45 collaborateurs, et tu me le disais en préparant cet entretien, 3 millions d'annuels recurring revenue, donc un runway à 3 millions sur les 12 mois qui viennent, qui vient d'être passé en juin, c'est ça? C'est ça. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les différentes étapes de cette croissance? J'aimerais savoir par quel bout tu as pris le morceau, et puis qu'est-ce qui t'a permis d'accélérer? Est-ce qu'il y a eu des plantages ou des erreurs à un moment? Mais pour commencer par le commencement, du coup, il y a 5 ans, vous avez un outil que vous avez mis 1 an à développer. Vous avez évidemment l'expertise, l'expérience, éventuellement le réseau en expert comptable pour commencer à monter une équipe en fonction de la demande. C'est quoi les premières étapes pour se faire connaître quand tu lances un SaaS? Un SaaS / société de service. Bien sûr. Nous, en fait, le lancement, on l'a fait au Salon des Entrepreneurs 2015. Donc en février 2015, ça tombait assez bien et on s'était calé là-dessus, en fait, de dire on va faire un lancement en trombe, entre guillemets, au Salon des Entrepreneurs. C'est aussi pour ça qu'il fallait pas trop se planter, parce que en gros, on n'avait pas vraiment en fait fait un produit un peu dégradé avec un gros, enfin on n'avait pas eu vraiment une démarche de startup très classique en disant, enfin très classique aujourd'hui, hein, je vais faire un MVP, je vais voir s'il y a de l'attraction, et puis je vais faire juste une LP, et puis après je verrai si ça se développe. Nous on a vraiment dit on va partir avec un produit assez avancé et on y va plein pot d'un coup. L'avantage qu'on avait aussi, c'est que, encore une fois, on était incubé par compagnie fiduciaire et que forcément, c'était un peu comme si on avait fait une levée de fonds dès le départ. C'est-à-dire que nous, on n'a jamais eu besoin de levée de fonds, puisque en fait, notre levée de fonds, c'était compagnie fiduciaire, comme c'était un projet entrepreneurial, et on avait certains déjà un budget qui était très très loin au final des budgets que lèvent aujourd'hui les startups d'ailleurs. Mais et pour donner une idée, on a dû à peu près utiliser l'équivalent de 2 millions d'euros
sur l'ensemble parce qu'aujourd'hui on est rentable, hein, depuis 2017, on est autonome financièrement, mais voilà, sur les 2 premières années, on a dû à peu près utiliser ça pour l'outil et pour Sur les 2 premières années, vous avez dépensé 2 millions d'euros? À peu près, ouais, 2 ans et demi. Ouais. Ok. Et ça, en fait, l'avantage qu'on a aussi, justement, c'est qu'à partir de 2017, on est arrivé à un point d'équilibre qui fait qu'on était autonome financièrement et que maintenant on finance notre propre croissance. Mais en effet, il a dû avoir ça, forcément déjà pour l'outil, c'était une grosse partie. Et après pour la communication, mais surtout l'outil, ça a nécessité pas mal de temps pour lancer la marque. Enfin, je prends vraiment les coûts avant le lancement. Hein. Je prends depuis 2014. Et ça, c'est pas un secret pour nous en tout cas. Mais bon, c'est vrai que quand je vois maintenant en soi sur les levées de fonds des startups actuelles qui arrivent à notre niveau, 2 millions, c'est pas grand chose. Ça reste. C'est un bon ticket, mais alors c'est vrai que le milieu a quand même vachement changé. Je me souviens que moi, il y a 10 ans. Surtout quand. Oui. Vas-y, pardon, je te coupe. Non, mais enfin, entre guillemets, nous, en plus, on est en province. Donc sur la province, c'est vrai que c'est un bon ticket, très bon ticket. À Paris, c'est vrai que ça peut monter très très vite. On l'a vu ces derniers temps. Je reviens un tout petit peu en arrière, mais comment est-ce que tu fais un lancement? Alors, on a tous fait des salons. Comment est-ce que tu fais un lancement en grande fête, en grande pompe, pardon, dans un salon? Le salon, il y a 1 million de personnes qui vont passer ou pas. Il y a 300 stands, il faut sortir du lot. Tout le monde va essayer de, je sais pas, mettre des animatrices, des ballons, des animateurs, des ballons, des flyers, de la musique. Comment est-ce que tu sors du lot pour un lancement produit en plus sur un salon? Alors on a mis le paquet, comme je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on avait mis en boucle aussi les RP, c'est-à-dire qu'on a eu pas mal de relations presse à l'occasion du salon, qu'on avait réussi à décrocher un partenariat avec Caisse d'Épargne aussi, qui nous a un petit peu aidé pour les RP à l'époque, bon, qui a jamais rien donné, hein, ce partenariat, mais ça nous a servi pour le lancement à avoir une crédibilité. Ça nous a, donc on a fait ça, on avait fait une soirée d'inauguration aussi juste la première soir du salon, on avait invité un certain nombre de personnes du milieu qu'on avait grâce à notre réseau de compagnies fiduciaires. Et après, on avait mis le paquet sur le stand. On avait pris vraiment un très gros stand avec voilà tout ce qui va avec. On était très nombreux à y aller. On a fait beaucoup d'ateliers, on a fait des interventions dans des conférences, etc. Donc ça nous a quand même aidé. Et puis je pense vraiment ce qui nous a aidé, c'est le logo et notre nom. Je pense que, enfin, en tout cas, moi, c'est mon recul. Ce qui nous a des gens qui ont parlé de nous après, qui me disaient, ah oui, la fusée rose, on a vu la fusée rose, on a vu. Et alors pardon, je fais une parenthèse pour mes auditeurs, pour vous, chers auditeurs. Oui. Ça compte pour moi, donc c'est CCLI, et le A est une fusée qui décolle en laissant un gros nuage derrière elle. C'est ça. Et voilà. Okay. Et à l'époque, c'était pas trop la mode des fusées. Donc ça se recrutait. Maintenant, c'est vrai que les fusées, on en a mis un peu à toutes les sauces entre-temps, mais à l'époque, nous, on a fait les fusées parce que déjà, ça s'apparentait bien à l'entrepreneuriat. Ça traduisait bien notre message qui était en fait d'aider les TPE à décoller. Et en fait, en plus, en étant à Toulouse, dans une ville où l'aéronautique, en fait, c'est le poumon de la ville, ça avait du sens. Et le rose, en fait, comme ça, fuchsia, en fait. Donc, on a un rose très fuchsia, hein, pour ceux qui verront notre logo, et qui, franchement, casse totalement l'image de l'expert comptable. Alors, j'entends tout ce que tu dis. J'entends tout ce que tu me dis, les RP, le partenariat, le logo. Mais je suis quand même surpris d'arriver à faire un lancement lors d'un salon. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous avez faites, arpenter les allées, distribuer des tracts, faire un bilan en live à quelqu'un, tu vois, un audit. Comment est-ce que... On a eu franchement énormément de trafic sur notre stand. On n'avait pas eu besoin d'aller dans les allées. Franchement, on a eu beaucoup de... Peut-être que parce que c'était novateur et qu'à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait très peu sur ces salons de même ne serait-ce que des logiciels de comptabilité, etc. Donc peut-être c'est ça. J'arrive pas trop à l'expliquer, mais vraiment, en tout cas, on avait beaucoup de monde sur notre stand. Alors, ça nous a aidé en tout cas au lancement. Ça nous a aidé à avoir nos premiers clients, à voir qu'il y avait de l'attraction, qu'il y avait de l'intérêt. On en a signé un certain nombre. Après, le retour sur investissement sur un salon, c'est sûr que faut pas s'y attacher parce que le ROI est vraiment très faible. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. C'est un événement notoriété en fait, hein, parce que c'est sûr que voilà. On avait fait ça vraiment pour la notoriété. Bon, le résultat, c'est un coût d'acquisition qui en gros est à peu près
3-4 fois plus élevé que ce qu'on a aujourd'hui, nous, en coût d'acquisition classique sur des leviers digitaux. Donc, forcément, alors, je fais un tout petit peu de teasing. Votre coût actuel est d'environ 200 € par client payant, c'est ça? C'est ça. C'est à 800 ou 900. Donc, c'est vraiment une opération de notoriété. C'est clairement une opération de notoriété, ça te ramène forcément un peu de lead. Après, en fait, c'est une notoriété, voilà, qui va se faire dans le temps, parce que peut-être que celui que tu as vu, il va pas signer, mais il va en parler à un copain qui est entrepreneur ou à sa famille, je sais pas. Enfin, ouais, c'est de la notoriété, clairement. Mais c'était important, en fait, d'avoir déjà cette... on le voit d'ailleurs aujourd'hui, peut-être qu'on y reviendra après, mais cette stratégie un peu de marque qui est très importante. Et alors, aujourd'hui, elle est plus que jamais importante. Et on réfléchit aussi maintenant en ce sens, parce que quand tu as beaucoup de concurrents sur un business digital, il faut aussi pouvoir arriver à se distinguer par la marque. Et nous, en tout cas, à cette époque, c'est ce qu'on a fait. Et forcément, après, bien sûr que le digital a pris le relais. Et je sais qu'à l'époque, en tout cas, c'est sûr que c'est moins vrai aujourd'hui, mais j'y reviens. Ce qui a fait beaucoup la différence, c'est très subjectif, c'était l'image, en fait, qui, on nous l'a beaucoup dit, en tout cas, donc c'est comme ça que j'analyse, l'image qu'on reflétait d'un expert de modernité, en tout cas, par rapport à l'image qu'on se fait habituellement d'un expert comptable. Et puis ce rose, cette fusée, ce site qu'on avait construit, qui était au final, jamais personne n'avait vu un site marchand d'un expert comptable, quoi. Donc, parce que même les concurrents qu'il y avait à l'époque, si tu veux, ils n'étaient pas avancés autant que nous, parce que celle c'était lancé en 2008, on n'avait jamais changé son site n'était pas marchand d'ailleurs. C'était vitrine, t'avais en gros, me faire rappeler et puis terminer. Et nous, on a mis en œuvre un tunnel, on a affiché nos prix de manière très transparente, et je pense que toute cette image-là nous a permis une bonne traction. Voilà. Et après, on a continué avec le digital. Forcément, l'acquisition digitale chez nous. Alors, pour reprendre les choses dans l'ordre, donc tu nous as donné là un ensemble d'éléments, mais après ce lancement lors du salon c'était quoi, de l'auto-entrepreneur? Salon des entrepreneurs. Des entrepreneurs, ok. Ouais. Les actions suivantes que vous avez mises en place, parce que là vous avez dit récolter beaucoup de leads, quelques comptes j'imagine, mais pas les 3000 que vous avez à présent. Non, largement pas. Franchement, je sais pas, c'est parce qu'on a refait le salon de l'année d'après, on l'a pas refait depuis, mais oui, non, tu dois avoir, je sais pas, une centaine, même plus, peut-être 100, 200 clients par semaine, ouais, c'était pas énorme, ouais. Et donc, qu'est-ce que vous avez mis en place ensuite pour accélérer sur l'acquisition? Le classique qu'on a mis en œuvre dès le départ, c'était de l'AdWords. Forcément, quand on se lance en termes d'acquisition, c'est un incontournable, surtout en B2B, parce que si tu veux, tout ce qui est plutôt réseaux sociaux, c'était un peu plus compliqué en tout cas à l'époque. Donc forcément, l'AdWords était vraiment prépondérant dans notre acquisition. Ça, c'est quelque chose qu'on a toujours aujourd'hui, qui représente quand même une part importante de nos leads. Avec quel niveau de dépense? On a ouais, allez, je le dis. On a un niveau de dépense à peu près qui va être aux alentours à l'année, je vais te dire à l'année, budget annuel entre 80 et 90 000 euros dépensés à l'année. Ouais. Okay, à l'année. Que vous faites en interne? Qu'on fait en interne. À l'époque, on faisait pas en interne. On a internalisé depuis. Et d'ailleurs, c'est bien plus performant. Donc, a priori, on n'était pas forcément bien accompagné. Je suis à peu près sûr même. On a changé, mais ouais, c'était assez difficile. On l'a internalisé. Maintenant, on est formé et je pense que peut-être qu'il y aurait en effet des choses à améliorer, mais on préfère avoir recours justement à des personnes qui vont nous donner qui vont nous aider, mais internaliser le sujet quand même. Je comprends. 80 à 90 000 sur 3 millions d'ARR. Ok, compris. Après, ça représente quasiment toutes nos acquisitions payantes. On va avoir un budget à l'année global peut-être à 110 000, tu vois. Okay. Donc c'est une énorme part de notre acquisition payante, du moins, mais pas et ça, vous le lancez dès le début? Pardon? Ça, vous le lancez dès le début? On le lance dès le début. Ça, c'est ouais, on le lance même tout petit peu avant le lancement. Voilà, pour voir l'attraction, le trafic, etc. Alors ça représente très peu de trafic en soi. L'AdWords, c'est pas l'objectif du trafic, c'est plutôt l'objectif d'une LP, d'avoir du contact.
de générer du contact. Après, il y a forcément une part de notoriété dans l'AdWords aussi, c'est-à-dire que certains nous connaissent à l'AdWords et puis ils remplissent pas la LP de suite. Ils reviennent après sur ton site, ou ils t'appellent, ou ils te contactent par un autre levier. Donc c'est vrai que des fois c'est assez difficile à identifier. Mais tu arrives à tracer toi le parcours utilisateur? C'est très difficile. C'est très difficile. C'est très difficile. En tout cas, c'est de plus en plus difficile. Je pense que c'est lié à la concurrence parce que justement, des fois, il y a une certaine part d'évangélisation du marché. Qui fait que certains ne connaissaient pas forcément l'expert comptable en ligne, enfin le fait que ça existe, et donc peut-être vont tomber sur une LP AdWords, mais landing page, pardon, AdWords, et vont du coup pas se dire il y a peut-être d'autres experts comptables en ligne, donc ils vont rechercher sur Google, ils vont sur les autres, et au final ils finissent par nous appeler, ou ils finissent par nous contacter sur le site, ou ils finissent par faire un chat. Enfin, on essaye forcément de leur dire par quel moyen vous avez connu, mais quand ils nous disent via Google, on va leur dire vous avez cliqué tout en haut. Vous avez cliqué sur un lien payant. Ouais, c'est ça. Donc là c'est compliqué. Donc du coup on sait de notre part. En gros, aujourd'hui dans nos leads, on a à peu près les 3/4 qui proviennent de notre site, mais donc 75% qui proviennent du site. Après là-dedans il y a un peu d'AdWords et il y a du site. Ça soit du direct, ça soit lié à notre SEO, que ça soit, enfin voilà, mais là c'est assez difficile en tout cas d'avoir la provenance, le trafic on l'a bien sûr, mais la provenance des leads est assez difficile à provenir là-dedans. Après on a les sûrs, c'est-à-dire que dans les AdWords, ceux qui forcément ont rempli la LP, on les connaît, mais après c'est plutôt ceux qui nous ont connus à la base, et on le voit bien quand on diminue le budget AdWords, en fait, ça diminue les autres leviers, forcément. Donc il y a une part de notoriété aussi chez nous, en tout cas dans l'AdWords, qui nous a forcément servi. La bataille doit être sévère sur le CPC, là, sur le coup du... Ouais, c'est violent. Dans notre secteur, c'est violent. Je viens de faire le test, mais il y a tous les concurrents que tu m'as cités, plein d'autres. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, tac, 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 6, 7, 8. J'ai 8 pubs sur la première page. Ah ouais, c'est 8 pubs pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, 10 résultats, évidemment, 10 par page. Ouais, c'est assez sévère en fait sur notre business. Le CPC est assez élevé et du coup voilà, ça fait des budgets aussi qui le sont. Même si on est sur un budget pour notre taille, je pense qui est en tout cas cohérent, mais on a en tout cas c'est assez élevé. Donc pour que tu veux te distinguer, faut mettre un peu le prix. Compris. On le relais, mais c'est difficile aussi. Alors, tu m'as annoncé aussi, quand on préparait cet entretien, 100 000 visiteurs, je crois que je l'ai dit dans l'intro, mais je le redis en tout cas, 100 000 visiteurs sur le site. C'est pas uniquement avec l'AdWords qu'on fait 100 000 visiteurs. J'imagine que c'est aussi avec une longue stratégie SEO qui a dû commencer assez tôt. Ouais, quasiment pas d'AdWords en fait. Il y a rien d'AdWords quasiment sur ce trafic-là. Enfin, je crois que le chiffre précis, mais je l'ai regardé en plus hier, c'est 94%. De naturel, organique? Ouais, organique. 94% SEO. Donc, en gros, 90 000 visiteurs SEO chaque mois. C'est énorme. Et donc ça, alors, pour passer à ce levier maintenant, ça, vous le commencez dès le début? Ça, on le commence dès le début. Et tout à l'heure, tu parlais des galères. Une galère qu'on a, malgré tout, c'est quand même notre site. Et notamment l'aspect SEO qui va avec. On a eu pas mal de problématiques techniques en fait. On n'a jamais réussi à trouver la bonne formule. Alors pour le coup ça, on l'a testé de l'internaliser. Ça n'a pas été non plus une réussite. Tu parles de l'optimisation SEO ou de la création de contenu et de la plateforme de... Je parle du site du point de vue dev, du point de vue technique. Okay. Donc certes, parce que le SEO est en grande partie, je l'ai appris, en fait avec le temps lié à la technique. En fait, au final, t'as quasiment je me rends compte que le contenu c'est bien, mais si t'as pas la performance du site, la technique qui va avec, etc., et qu'au final, on s'est par exemple retrouvé certains moments où Google crawlait plus du tout notre site, donc on passait pas sur notre site, et donc forcément difficile de ressortir. Mais en fait, si tu veux, on est bon sur le SEO grâce à nos fiches conseils aujourd'hui. Ce qu'on appelle les fiches conseils, c'est notre blog en fait. Dans notre blog, on a beaucoup de contenu. On a, je crois, 300 et quelques articles, ou nous on appelle ça des fiches conseils, qui sont des fiches qui vont se parler de tout ce qu'on fait nous. Forcément, l'approche par le contenu est très pertinente chez nous parce que c'est ce qu'on vend.
Et donc, on va faire une fiche sur comment choisir entre SAS et SRL, comment je récupère ma TVA, comment on fait un bilan, etc. Et ça, c'est l'essentiel de notre trafic, en fait. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à convertir ce trafic en lead. Forcément, il y a du trafic qui ne correspond pas forcément à notre cible là-dedans, mais puisque c'est pas forcément des chefs d'entreprise, il y a des comptables aussi dans ce trafic-là. Mais l'idée, c'est d'arriver à les convertir, et c'est grâce à ça qu'on arrive à faire beaucoup de trafic aujourd'hui. Et l'enjeu qui nous reste encore sur la SEO, c'est typiquement si tu as tapé expert comptable en ligne tout à l'heure, tu vas voir. Pardon, moi j'ai pas entendu, tu t'es éloigné du micro, je pense. Pardon. Je disais que tout l'enjeu sur le SEO aujourd'hui, c'est d'arriver sur expert comptable en ligne, quand tu tapes la requête expert comptable en ligne, à apparaître en première page en SEO. En fait, on a perdu cette première page-là, on est en début de deuxième page aujourd'hui. On attend impatiemment de remonter en première page, et pour des problématiques techniques. En fait, on a refait le site, on a changé de prestat, on l'a internalisé, on a fait pas mal de choses. J'ai l'impression que ce site, on le refait en permanence. On n'est jamais arrivé, et puis c'est le parcours, c'est pas la destination. C'est ça, mais en fait, aujourd'hui, là, je pense qu'on a trouvé la bonne formule, mais ça a été assez compliqué, parce qu'en fait, tu te rends compte, c'est toujours assez compliqué quand tu maîtrises pas forcément l'aspect technique, ce qui est mon cas, l'aspect technique tech d'un site. Tu te rends compte que c'est sûr que la technique, en tout cas SEO, est quand même une technique assez précise, et je recommande maintenant à tout le monde vraiment de s'assurer que le dev qui va s'occuper de son site maîtrise cette partie-là, parce que c'est quand même assez spécifique. Et alors, je pense qu'il faut pas, nous, notre approche, pardon, c'est intéressant. On a des experts SEO en interne qui sont brillants, et l'expert SEO intervient avant même le développement, tu vois. Il intervient en fait en audit, en amont, s'il y a déjà un site, si c'est une refonte, donc il intervient en amont pour comprendre le trafic, analyse de log, recensement de tous les liens perdus, liens morts. Il intervient dans la phase de conception sur la partie créa, design, mock-up, parce que déjà sur une maquette, tu vas voir des bonnes pratiques SEO, ou en tout cas une vision à l'avance des bonnes pratiques SEO. Et puis, comme tu le dis, il intervient lors du dev pour s'assurer que les trucs de base, qu'il n'y ait que un H1, pas plus de 2, 3 H2, que les trucs soient bien positionnés, que le code soit léger. Et voilà, justement, j'allais y venir. En aval du dev, dans l'optimisation des pages, Google récompense des pages rapides, efficaces. Bien sûr, c'est ça. Et donc, dans l'optimisation du code, une fois que tu as livré ton site, avant même de le mettre en ligne, pour être sûr que le code soit rapide, léger, responsive, évidemment. Donc, il a vraiment un rôle, je trouve, l'expert SEO dans un projet web, d'expert depuis la conception jusqu'à la livraison, et bien sûr après la livraison sur le... Mais t'as raison, il y a une implication technologique qui est ultra forte, et nous, ça nous arrive de développer une page et puis ensuite de devoir la refaire parce que, la revoir ou l'optimiser, pour être sûr que ça colle aux recommandations SEO. Et nous, c'est quelque chose qu'on n'avait pas trop anticipé en tout cas, qu'on n'a jamais su trop anticiper, je crois. Et bon, maintenant, si on l'a su parce qu'on a été en première page sur ces requêtes-là, mais là, sur les 2 dernières années, en fait, Mathilde, depuis qu'elle est partie, j'en parlais tout à l'heure, j'ai lancé le projet avec Mathilde qui s'occupait de la partie market, qui a fait tout ça. Moi, j'ai pris le relais après à son départ. Aujourd'hui, moi, c'est Romain. J'ai voté une autre personne qui co-dirige avec moi qui s'appelle Romain. Et lui, en fait, a pris plutôt ce que je faisais avant, c'est-à-dire qu'il s'occupe beaucoup de la partie production, métier. Il a beaucoup cette vision-là. Et d'ailleurs, il a pris le relais, il a permis de lancer de nouvelles choses. Et moi, j'ai pris le relais maintenant sur le marketing, un peu plus. Mais c'est vrai que c'était... quand Mathilde est partie, il a fallu... j'ai fait un petit peu j'ai dû me confronter un peu à tout ça. Et c'est là qu'on a eu quelques couacs sur des choix de prestataires ou des choix d'internaliser ou non. Voilà. Donc là, ça rentre un peu dans l'ordre. Mais c'est vrai qu'après, la requête expert comptable en ligne, c'est une petite requête. Il y a assez peu de visites sur cette requête-là. Alors, d'où viennent les visiteurs? Donc, vous avez vos fiches, tu l'as dit, 300 fiches, c'est ça, conseil? C'est ça, donc c'est principalement ça. Tu as les fiches, sont avec un trafic, on a certaines fiches certains articles qui font 15 000 déjà, eux tout seuls, 15-20 000 visites par mois. Donc, un peu des articles stars où on est premier. Ces articles, tu les mets régulièrement un jour ou pas? Ouais. Parce que ça, c'est une bonne pratique SEO, c'est de rester sur de mettre à jour des articles existants qui attirent du trafic et d'en faire des piliers de ton acquise, quoi. C'est ça. Après, des fois, c'est dingue parce que
il y a certains trucs. Enfin, moi, quand je vois les chiffres, je me dis, mais ah ouais, cet article, j'aurais jamais dit qu'il fonctionnait, quoi. Enfin, c'est sur des articles, par exemple, il y en a un qui marche super bien, c'est comment calculer son chiffre d'affaires. Quand je lis cet article, je me dis pas que ça va cartonner. Tu fais 10 000 visites par mois sur un article comme ça. Sur comment calculer son chiffre d'affaires. Moi, je vais te le prendre, ça. Je vais le mettre sur Causa, comment faire du chiffre d'affaires en ligne. Voilà. Comment okay. calculer son chiffre d'affaires. Alors, ouais, mais en plus, les gens, ils cliquent, donc ils voient bien que c'est un truc comptable, quoi. Alors, c'est fou. Bon, je comprends la finalité, j'aimerais comprendre la méthode. Vous avez une ligne éditoriale, une charte, vous avez un calendrier, un planning éditorial d'articles. Comment est-ce que vous gérez ça? Est-ce que vous le gérez en interne? Ouais. Alors, je commence par la fin. On gère en interne, oui. Okay. On gère en interne avec. Alors, pendant un bon moment, on a fait gérer en interne pour faire la partie contenu. Et après, c'était moi qui validais en fait derrière. Enfin, on continue un peu comme ça. Et après, moi, je me suis mis aussi dans le temps à faire moi-même du contenu. C'est très important chez nous que en fait, qu'un expert comptable repasse dessus parce que c'est quand même très technique. Et justement, voilà, il faut qu'on soit sûr de... Et donc la méthode, c'est quoi? Tu souffles un sujet, il y a un calendrier, il y a quelqu'un qui écrit, un concepteur-rédacteur qui écrit l'article, ensuite il est revu par un... Et la phase de... Il faut le briefer à un moment, ce concepteur-rédacteur. Ouais, bien sûr. Bah, maintenant, elle est briefée, en l'occurrence. Mais en fait, ouais, elle a dû s'imprégner du sujet. En fait, on avait recruté à l'époque un profil justement un peu journalistique, entre guillemets. L'idée, c'était voilà d'avoir quelqu'un qui puisse s'emparer d'un sujet et d'arriver à le restituer même sans trop y connaître. Ça a bien marché. Forcément, il fallait que je reprenne 2-3 choses, mais franchement, dans l'ensemble, ça allait bien. On va jamais non plus trop dans le détail des fois sur certains sujets parce que c'est difficile, tu peux pas personnaliser dans un article une réponse. Donc, en restant assez généraliste, ça marche bien. Et ce contenu, voilà, après on les faisait par vague en fait. Le calendrier, sans vraiment un calendrier très défini. Enfin, c'était très régulier, mais pas un calendrier avec des sujets. On en faisait 10 par mois pendant un bon moment. 10 par mois, c'est énorme. Ça fait un tous les 2 jours ouvrés, quoi. Ouais. On en faisait 10 par mois et c'est ça que je pense qui nous a permis, tu vois, aujourd'hui d'avoir, en tout cas, toutes ces visites parce que je regardais d'ailleurs les stats SEO depuis le début du site et ça fait pas longtemps qu'on est sur ça. En fait, ça a explosé depuis un an surtout. Mais il y a 2 ans, on faisait encore 20-30 000 visites. Donc, c'est pour ça que je te posais la question de savoir quand vous allez commencer. Nous, c'est une recommandation qu'on donne à tous nos clients, partenaires, prestats et amis. Le SEO, il est trop tard pour commencer, en fait. C'est ça. Quoi qu'il arrive. Même quand tu as une idée sur un projet, une startup, il est déjà trop tard. Faut que tu aies commencé avant, faut que tu aies créé une présence en ligne, que tu aies commencé à poser des idées, éventuellement même un podcast ou autre, mais je suis d'accord avec toi parce que ça paye sur le long terme, et là tu le prouves toi à 90%, c'est ce que tu m'as dit, hein. C'est ça, donc 90 000 visites par mois en organique. Ouais, exactement, ouais, il faut vraiment en fait, mais faut être patient. Ça c'est être très patient. Et du coup, une question que je me pose, parce que nous on a eu la problématique pour un client, tu fais alors pardon, tu as 2 manières d'aborder la chose. Soit tu es l'expert et tu as un discours d'expert pour montrer que tu connais ton domaine, soit tu es dans l'évangélisation et tu dis comment faire ton chiffre d'affaires. C'est simple, tu additionnes tes factures de vente. Enfin, plutôt de l'évangélisation et mince, le terme m'échappe, pas de la démocratisation de de l'explication simple, ou le discours de l'expert. Justement, c'est un subtil équilibre entre les deux. C'est-à-dire que on est, je pense qu'on tire un peu plus vers l'expert quand même, vers l'expertise. On essaye toujours quand même d'avoir une approche justement où on met en avant notre expertise. On a toujours fait, et je pense que ça fonctionne plutôt bien. Et d'ailleurs, si je reviens sur les concurrents, tu as ECL Direct qui l'a toujours fait depuis le début, qui le fait très bien, qui est très bon en SEO, mais tous les autres le font pas. Et je pense que ça fait aussi la différence. Donc c'est très important parce qu'il y a besoin de se rassurer. Si tu veux, les gens ils vont sur un expert comptable en ligne, ils vont se dire ils savent pas trop où ils vont mettre les pieds entre guillemets. Des fois, ils ont besoin d'être rassurés pour être sûr qu'on est sérieux, qu'on va bien les accompagner, que on va pas leur dire de bêtises, que leur déclaration, ils auront pas de soucis avec l'administration fiscale, etc. Donc un moyen de les rassurer qui est clair, c'est forcément déjà d'avoir un discours sérieux et expert sur le sujet, parce que déjà avant de signer, il faut déjà qu'ils puissent être rassurés. Voilà.
Après, on a des technico-commerciaux. Nous, l'équipe sales, en fait, elle est vraiment constituée par ce qu'on appelle les technico-commerciaux. Ils sont pas comptables, hein, ils ont une formation plutôt commerciale, mais par contre, on les brief vraiment énormément quand ils arrivent sur le sujet de la comptabilité et sur tout ce qui va être important à dire à un prospect pour le rassurer. Voilà. Ça, c'est très important parce que souvent, dans le cabinet traditionnel, quand tu franchis la porte en tant que prospect, tu vas avoir un expert comptable. Donc, tu vas pouvoir le jauger sur ce que va te raconter, d'un point de vue technique. Donc, nous, il faut qu'on soit aussi, faut que nos commerciaux, nous, avec notre système, on est obligé d'avoir des commerciaux. On peut pas gérer expert comptable, gérer les 400 prospects qu'on a tous les mois. Donc, il faut qu'ils soient très bons, enfin, qu'ils soient bien calés sur la technique. Compris. Alors, je viens de taper dans Google comment calculer son chiffre d'affaires. Ouais. Je tombe effectivement sur le premier lien qui est le vôtre. J'étais en train de me demander comment vous transformiez le trafic. Tu m'as dit c'est une page qui fait 10 000 vues par mois, c'est ça? De mémoire, c'est ça. Ouais. Ouais. Et donc il y a effectivement sous l'article une barre qui est confiez-nous vous cherchez un cabinet d'expertise comptable adapté à vos besoins, confiez-nous confiez votre comptabilité. Voilà. Avec un Ouais, pardon. Ouais, j'allais dire pardon avec un R. Je bloque dessus. Je suis en train de me demander si je mettrais pas un Z. Les deux sont. Oui, exactement. Confier votre comptabilité. Voilà. Oui. Comme quoi, tu vois, Google ne se fie pas. Ne se formalise pas de. Oui, mais c'est pas faux. Hein, c'est pas faux. Mais par contre, normalement, voilà, et sur la droite, tu as aussi d'autres leviers. C'est-à-dire que des fois, en fait, on est très multicanal. C'est-à-dire que le client, nous, on est quand même sur une réflexion qui est importante, puisque tu l'as dit tout à l'heure, je crois, je sais plus si tu l'as dit, mais en tout cas, on a un panier moyen à 1 700 € aujourd'hui par an. Donc, ce qui fait que et après, ça va, on sait qu'on reste chez un expert comptable quand même pour quelques années. Donc, c'est un choix qui est très important et on va essayer du coup de multiplier. C'est-à-dire que certes, il va nous trouver peut-être avec cet article et sur la droite, tu as la possibilité d'assister à un webinar. Tu as la possibilité d'aller sur la newsletter, tu as la possibilité d'aller sur d'autres choses en fait pour entre l'article, le webinar, les guides, je sais pas, plusieurs choses, il va arriver après petit à petit à nous contacter. Est-ce que je peux me permettre une remarque? Bien sûr. Ne le prends pas mal. On trouve que c'est une bonne pratique d'avoir le call to action principal dans une couleur qui est différente de la couleur de la charte, ou en tout cas qui ressort. Et là, ta charte, c'est donc du noir ou gris et une espèce de rose qui est très sympa. Et c'est vrai que j'ai du mal à différencier les call to action, si tu as une sorte de hiérarchie de call to action. Je ferais bien, si j'étais toi, de l'A/B test sur la couleur de ce call to action. Voilà, je referme ma remarque. Ouais, mais très intéressant. Et comme tout à l'heure, sur le site, c'est un éternel recommencement. Donc, ouais, très intéressant. Compris. Alors, je referme disons la section SEO et j'aimerais maintenant parler de réseaux sociaux. J'imagine que dans ton domaine, enfin, c'est qui ta cible? Donc le patron d'une TPE-PME? C'est ça, ouais. Et les indépendants. Et les indépendants, ok. Je vais dire une énormité, mais on est évidemment tous sur LinkedIn. On est aussi tous sur Insta et sur TikTok et sur je sais pas quoi d'autre, mais ils sont principalement sur LinkedIn, non? C'est là que tu les vises? Comment tu utilises les réseaux sociaux? C'est quoi ton mix? Ouais. LinkedIn, en effet, est une part importante. On va retrouver en effet les indépendants et les chefs d'entreprise là-dessus. Après, ils vont pas tous y être parce que on a une partie qui va être, par exemple, tout ce qui est médical, quand on dit indépendant, ça va être des médecins, ça va être des infirmières, des avocats, des choses comme ça. Donc, ils y sont pas tous, en tout cas pas de manière active. On a aussi toute une partie immobilier. On a pas mal d'ailleurs. Tout ce qui est SCI, tout ce qui est location meublée, qui, ils sont pas forcément non plus. Mais oui, en effet, sinon une grosse partie y est. LinkedIn, aujourd'hui, on essaye de l'utiliser de deux manières, avec là, des classiques de la page, etc. On a mis en place donc ce qu'on appelle une machine de sales. Donc, en fait, en automatisant... Une machine de sales, une sales machine. Voilà. C'est quoi une sales machine? Donc, une sales machine, notamment sur LinkedIn, en fait, ça te permet de rentrer en contact avec des personnes de ta cible. Ça peut être apparenté un peu à du cold mailing, c'est-à-dire
on rentre en contact via un message. La différence, c'est que sur LinkedIn, il faut en tout cas faire la prise de contact d'abord. Donc en fait, on prend contact avec des personnes de notre cible et pour leur adresser ensuite un message pour leur dire, pour leur demander, voilà, si ils sont accompagnés par un expert comptable, notamment déjà pour commencer. Est-ce que tu le fais sous ton nom, sous le nom de la personne? Est-ce qu'il y a un personnage, je sais pas, inventé qui existe? Non, ils sont pas inventés, c'est des vraies personnes, c'est des commerciaux chez nous tout simplement. C'est des commerciaux chez nous qui sont des vraies personnes qui sont derrière. Après, forcément, c'est automatisé. Mais par contre, juste... Quel outil vous utilisez pour l'automatisation? On utilise... alors, il y a Gross Machine et un peu de Phantom Buster. En fait, il y a un peu des deux. Ok. Mais en fait, si tu veux, l'idée c'est d'avoir au moins un message, enfin une prise de contact, un message, ça s'est automatisé. Et derrière, quand on a quelqu'un qui nous répond, là c'est vraiment... c'est un humain. Voilà, là c'est nous qui prenons le relais, voilà, comme il aurait fait avec n'importe quel canal, que ce soit un chat, que ce soit... Voilà. Ouais, évidemment, que quand tu fais un email et que tu prends la... Ouais, exactement. C'est une réponse. C'est ça, comment LinkedIn on l'utilise comme ça. Et on commence à l'utiliser un peu aussi au niveau influence. Il y a une mode aussi, c'est vrai, là-dessus, mais qui fonctionne plutôt bien, sur l'influence LinkedIn, c'est-à-dire voilà, générer de l'audience sur des posts. C'est ce que je fais, alors là, moi, avec mon compte personnellement. Et voilà, qui fonctionne aussi, hein. Alors on n'a pas encore automatisé les choses, parce que tu peux automatiser quand tu fais de l'influence LinkedIn pour ajouter en contact, par exemple, ceux qui ont liké tes posts, qui ont commenté, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont automatisables avec le volume, mais aujourd'hui on l'a pas fait, mais ça fonctionne, hein. J'ai pas mal de personnes, on a eu des prospects, on a même eu des clients qui ont signé en voyant mes posts en fait sur LinkedIn. Ok. Gratuit. Ok. Un tout petit peu de temps, mais pas tant que ça. Et ça, tu le fais en perso, en ton nom. Tu ne postes pas sur LinkedIn au nom de la boîte. Non, ça c'est super important. Ouais. C'est super important, c'est le personal branding en fait sur LinkedIn, parce que les pages ça fonctionne. Il y a des pages qui fonctionnent bien, mais tu auras beaucoup plus de portée généralement sur un post personnel, parce que je pense que bon après c'est humain, les gens ils préfèrent avoir affaire à une personne qui a une marque parce que on préfère avoir affaire à des humains qu'à des marques. On en a déjà suffisamment un peu partout. Mais en tout cas, sur LinkedIn, c'est en train de se transformer en réseau social. Je me rends compte, moi, aujourd'hui, qui est très proche d'un Facebook il y a quelques années ou d'autres. C'est-à-dire que ça s'est un peu lâché, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on n'a plus trop ce caractère formel sur LinkedIn. Maintenant, c'est quand même assez décontracté. Et le personal branding est super important. Et tu commences en effet à avoir des influenceurs qui sont assez connus sur LinkedIn. J'ai pas du tout l'ambition d'être là-dedans. Moi, je veux plutôt faire de l'évangélisation, comme on l'a dit tout à l'heure, et puis installer aussi un petit peu voilà de l'image de marque, c'est important, je pense. Est-ce que tu as 3 conseils à donner sur LinkedIn pour développer son service, sa marque? Ouais, si c'est donc si on y va en tout cas sur les posts, quand tu postes en tant que toi personne CEO par exemple de ta boîte, etc. Donc déjà ça c'est un premier conseil, c'est de poster avec son propre compte et pas le compte de sa boîte. Ça c'est un premier point super important. Le deuxième point, c'est que quand tu fais un post, il faut aller l'algorithme LinkedIn, il est fait pour que en fait le but c'est d'engager les gens, et plus tu vas engager les gens, plus tu vas avoir de vues sur ton post. Moi, par exemple, aujourd'hui, pour vous donner une idée, j'arrive à 10, ouais, même 15 000, je suis à peu près à 15 000 vues par post. C'est-à-dire que quand je fais un post, j'ai 15 000 personnes qui voient ce post. Et c'est très peu. En soi, il y en a, ils font des 500 000, etc. Ouais, ça peut aller souvent parfois très loin et la vélocité de la... Mais 15 000 en moyenne, c'est bien. Et tu postes combien de fois par semaine? 2 fois, généralement 1 à 2 fois par semaine. Et voilà. Et là, tu peux arriver à, voilà, déjà 15 000, c'est déjà pas mal. En tout cas, si c'est ciblé, parce que toujours pareil, si t'as 500 000 personnes, mais qui sont pas du tout dans ta cible. Mais moi, j'essaye d'avoir, voilà, de cibler et d'avoir de l'engagement. En fait, t'as des posts qui marchent plus ou moins bien. L'idée, c'est pas de parler de soi, c'est pas de parler, tu peux parler par contre de ta boîte, fêter des choses en fait. Par exemple, moi j'ai annoncé nos 5 ans. Tu vois, tu peux fêter des réussites, ça les gens ils aiment bien. Forcément, tu aimes bien quand
te satisfaire aussi de la réussite des autres. Donc ça, c'est les posts qui sont intéressants. Après, il y a les posts contenus, forcément, moi, me concernant. Quand je poste des choses, je peux poster typiquement des choses, des contenus. Et pour aller chercher de l'engagement, typiquement, c'est aller dire j'ai l'intention de faire tel contenu ou j'ai fait tel contenu et je vous le partage en échange d'un commentaire. Ça, c'est très classique. Ça se voit beaucoup maintenant sur LinkedIn. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, le commentaire est roi. Et plus tu auras de commentaires, plus tu auras de vues. Et les likes, ça compte aussi. Les commentaires, 3 fois plus à peu près. Donc, si tu veux, c'est super important. Il faut aller chercher l'engagement. Et voilà. Donc, faut hésiter. Ce qu'il faut éviter, par exemple, c'est le repartage pur et simple. Je repartage juste un truc sans rien, sans commentaire, sans rien. Ça, le partage, ça marche pas vraiment. LinkedIn, il veut du contenu original. Donc, il faut du contenu original écrit. Faut pas mal écrire. Faut essayer d'écrire le plus possible. Moi, mes posts, ils font 1200 caractères. Et tu le fais toi-même ou tu te fais aider? Non, je le fais moi-même, ouais. Est-ce que tu as une politique sur le fait de mettre un lien dans le post ou dans les commentaires? Ouais, ça, c'est le gros débat. En fait, il y a le gros débat. En fait, a priori, alors, il y en a encore certains qui disent qu'il faut le mettre en commentaire. Moi, jusqu'à peu, je le mettais encore en commentaire. J'ai pas eu à en remettre là récemment. Mais il y a un influenceur qui est assez connu, qui s'appelle Grégoire Gambato et qui, en fait, lui dit qu'aujourd'hui il a testé et qu'en gros, il peut, en le mettant dans le post, c'est pas trop gênant. Mais il dit que ça peut quand même fonctionner. Donc, parce qu'il fait beaucoup de tests. Lui dit que ça peut fonctionner, il les met d'ailleurs, mais il y en a encore la majorité, il y en a d'autres qui le mettent en commentaire. Donc c'est compliqué parce qu'en fait l'idée c'était comment s'appelle l'influenceur dont tu parlais? Ça a coupé de mon côté. Grégoire Gambato. Oui, bah oui, bien sûr, le fondateur de Germinal. Voilà, il a. Alors c'est marrant que tu le qualifies d'entrepreneur, d'influenceur. J'aurais d'abord dit le fondateur de Germinal, mais t'as raison. Ouais, bien sûr, mais là comme on parle de LinkedIn, parce qu'en fait il en a fait un peu sa marque de fabrique aujourd'hui forcément d'influenceur LinkedIn. Je sais qu'il fait des formations sur le sujet, des choses comme ça. Bon, il a en même temps forcément il a fait ses preuves sur le sujet. Donc voilà, j'ai écouté 2-3 trucs qu'il faisait de son côté, mais moi après je pars du principe que aussi je n'ai pas l'intention forcément de copier ce qui se fait partout. Certes, il faut s'adapter à l'algorithme, mais il faut qu'il y ait un contenu riche. Dans tous les cas, si c'est pour dire n'importe quoi, il y en a beaucoup qui copient-collent. Maintenant il y a des chaînes qui se forment, comme à l'époque sur Facebook, et ça serait que c'est un peu fatigant. Des chaînes de posts, en fait, c'est-à-dire que c'est les mêmes posts qui sont recopie-collent, ils savent que c'est les posts qui ont fonctionné. Du genre cet après-midi je vais pas travailler, j'ai dit à mon équipe, enfin il y a des choses comme ça ces derniers temps. Et bon, c'est vrai que ça c'est un peu dommage. Moi j'essaye de faire vraiment du contenu original, et soit je célèbre des choses, de ça compte pour moi. J'ai célébré les 5 ans, j'ai dit il y a des clients qui nous suivent depuis 5 ans, etc. Soit j'essaye de partager vraiment du contenu ou du côté vie de la boîte. C'est intéressant du côté vie de la boîte, quand il y a des nouvelles personnes, des recrutés, même des personnes qui s'en vont d'ailleurs, des personnes qui ont beaucoup donné pour la boîte, on peut leur rendre hommage. Ça, c'est pas ce qui marche bien. Ok, compris. Le temps passe, c'était passionnant cette dernière partie là sur le SEO et sur LinkedIn. J'aimerais bien que tu nous donnes, si tu veux bien, quelques KPI sur la boîte. Donc tu l'as dit tout à l'heure, on est à 1700 € dépensés par an par client en moyenne, ce qui est un panier moyen assez hallucinant quand tu le compares à tes 200 € de coût DAC. Ça, tu l'as dit aussi un peu plus tôt. En face, évidemment, il y a un temps homme. Ouais. Donc, ta marge brute, comment tu la calcules, en fait? C'est 1700 moins ton coût DAC, le coût du SaaS et les salaires chargés de tes experts comptables, c'est ça? Alors, nous, la marge brute, on calcule un premier niveau de marge brute vraiment en fonction, en enlevant juste le temps. Parce que ça, c'est une référence du marché, donc c'est important de le calculer comme ça. C'est-à-dire que on est à peu près à 60% de marge brute à ce niveau-là. C'est-à-dire que, en gros, quand on vend 100, sur ces 100, il y a 40 qui vont aller pour payer en effet les salariés qui vont intervenir sur la mission. Et on est sur du salaire chargé, tout compris. Voilà, il va nous rester 60. Et en effet, avec ces 60, et alors ça, c'est important à calculer parce que en fait, ça nous permet de voir si on est bien dans les KPI classiques du marché de l'expertise comptable. On a une bonne référence avec compagnie fiduciaire et on l'est puisque voilà, aujourd'hui, en tout cas, on est quasiment, on est à 59, je crois, pour être précis, et sur compagnie fiduciaire, on a 61, tu vois. Donc, on est là, ça nous permet déjà de contrôler ça. Ça, c'est quand même super important. Et après, en effet, plus bas, on a. Alors, attends, je t'arrête une seconde. Quel est l'intérêt d'avoir un expert comptable en ligne en tant qu'entreprise si ta marge brute n'est pas plus importante qu'un expert comptable traditionnel?
il y a pas un effet justement d'économie ou d'échelle. Enfin, en tout cas, tu dématérialises une partie du. Non, non. En fait, justement, tout l'enjeu, c'était d'arriver à conserver, parce qu'en fait, on a des prix qui sont à peu près 2 à 3 fois moins élevés que sur un cabinet traditionnel, notamment compagnie fiduciaire. Donc, tout l'enjeu était d'arriver à conserver justement cette marge. Donc, en fait, les économies, on les transmet dans le prix et ça nous permet de toucher une nouvelle cible. Donc, l'intérêt d'un expert comptable en ligne, en tout cas, pour nous, c'était d'arriver à toucher de nouvelles cibles qui soit n'allaient pas vers les cabinets, soit ils n'avaient pas d'expert comptable, se faisaient leur compta eux-mêmes dans leur coin. C'était beaucoup le cas des indépendants avant. Et ça, on en récupère beaucoup, en fait. On en récupère beaucoup, alors qu'il s'était fait par le cousin qui s'y connaît un petit peu en comptable. En soi, malheureusement, généralement, c'est ni fait ni à faire, hein, parce que c'est un métier et que nous, on récupère les dossiers, on les remet au propre. Mais c'était capter, en fait, une cible qui, en plus, les indépendants, les freelances, etc., on le sait, aujourd'hui, ça a explosé. Et donc, c'était de capter cette cible-là qui n'osent pas franchir toujours la porte d'un expert comptable où le panier moyen est plutôt à 3 000 euros, tu vois. Nous, on a 1 700. Le panier moyen d'un expert comptable classique est plutôt à 2 500, 3 000, tu vois, au double. Donc, pour la même mission, potentiellement, tu vois. C'est juste que... Ouais, vas-y. C'est la même mission, mais en fait, tu surpayes pas forcément. C'est juste que t'as plus de choses, mais la vraie question, c'est l'adéquation avec les besoins. C'est un peu comme une banque en ligne, une banque traditionnelle. Si t'as pas besoin de faire de prêts, si t'as pas besoin d'avoir ton conseiller en face de toi, etc., la banque en ligne est faite pour toi parce que la banque traditionnelle, tu vas payer des services dont t'as pas besoin. L'expert comptable en ligne, c'est pareil. Si t'as pas besoin d'avoir l'expert comptable à côté de toi pour physiquement, hein, je parle, pour aller à la banque négocier un prêt ou pour je sais pas, pour plein de choses sur place parce que tu as un service comptable sur place, etc. Si tu as besoin de tout ça, l'expert comptable en ligne est parfaitement adapté et tu vas pas surpayer un service. Voilà. Par contre, les experts comptables traditionnels, ils vont pouvoir des fois apporter des petites choses, notamment sur la proximité physique, que tu payes forcément. Mais la difficulté sur le traditionnel, c'est que tu as un ticket d'entrée qui fait que c'est pas très souple et que il va pas s'adapter au client qui a vraiment des besoins assez simples. Je parle encore une fois, j'y reviens sur l'indépendant qui s'y retrouve totalement chez nous. Donc ça, c'est important sur la marge brute. C'est important de comparer qu'on a la même. Mais on va pas. Je comprends. C'est plutôt la cible. Voilà. C'est un relais de croissance plutôt qu'aller chercher plus de rentabilité. Plus de marge. Et du coup, tu connais ton churn ou pas encore? Ce que je veux dire, pardon, je reformule ma question. Est-ce que tu connais ton churn? Ouais. En fait, après, il est assez difficile à calculer parce que, comme je disais, on a des clients qui nous suivent depuis le début sur 5 ans, qui sont toujours là. Donc, en fait, tant qu'ils sont pas partis, on peut difficilement estimer la durée de vie qu'ils vont avoir. Puisque nous, en fait, le churn, on l'analyse de plusieurs manières. Il y a la durée, entre guillemets, où ils vont rester chez nous parce qu'en fait, quand on est chez nous, c'est un abonnement qui est avec tacite reconduction, c'est-à-dire que tant que tant que le client n'a pas annulé son... Voilà, on continue en fait. Donc, la durée, pour l'instant, il y en a, ils sont depuis le début. Donc ça, on pense à peu près, selon les prévisions, les choses qu'on fait, qu'un client, en moyenne, il va rester 4 ans chez nous. Mais on espère que ça peut encore augmenter, mais à peu près ici, on fait des atterrissages là-dessus aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a, en fait, après, il y a le deuxième point, c'est que les clients, ils vont sortir soit parce que il y a beaucoup de clients qui sortent parce ils ferment leur boîte. Forcément, on s'adresse à des boîtes, des créateurs, etc. Et on le sait, il y a beaucoup de taux de mortalité naturelle. Et donc, il y a beaucoup de clients qui ferment leur boîte. Et aujourd'hui, pour te donner une idée, on l'a peut-être pas dit d'ailleurs, qu'on avait en moyenne, ça va dépendre des mois, mais entre 60 et 80 nouveaux clients chaque mois. Et en face de ça, tu vas en avoir 10, 15 qui vont sortir. Voilà. Donc t'en gagnes 3, t'en gagnes 4 tempères. C'est à peu près ça. Et sur ce qu'on perd, sur le 1 qu'on perd, il y en a la moitié, c'est parce qu'ils ferment leur boîte. C'est-à-dire qu'on peut. Okay. Et l'autre moitié, il y a aussi, il y a ceux où nous on sort parce qu'on considère que ça c'est un peu particulier dans notre métier, mais malheureusement on est obligé de mettre fin nous-mêmes à certaines missions parce que le client correspond pas vraiment soit à notre mode de fonctionnement, il n'est pas à l'aise avec le en ligne, soit là on est sur des cas assez rares mais qui arrivent de fraude, de choses illégales qu'on doit dénoncer forcément.
Intéressant. Mais donc, t'en gagnes 50 à 60 par mois, parfois plus. T'en perds une dizaine par mois. Donc, si je prends un panier moyen à 1007, je fais 50 fois 1700, moins 10 fois 1700, je tombe à 70 000 en gros de MRR que tu ajoutes chaque Ouais, mois. c'est à peu près ça, c'est ça, ouais. On est un petit peu au-dessus, mais c'est à peu près ça. On va signer, ouais, en moyenne, 100 000. Ça nous arrive de monter à 120, de nouveau. Et ouais, en perdre 20 à peu près. Donc on est plutôt à 80, 90. 80-90 sur lesquels tu as margé brut, tu as brut margé, je sais pas comment on dit, tu fais de la 60% de marge brut. Ok, 60. intéressant, Et tu rajoutes 41. excuse-moi. Vas-y, je t'ai coupé. Ouais, je disais le CUDAC, en fait, on l'intègre pas forcément dans notre marge brute parce que, en fait, ce qui est difficile, c'est qu'il va s'étaler sur plusieurs années. Encore une fois, le client, il va rester plusieurs années. Donc, il faut l'amortir. En effet, il faut le comparer, au chiffre d'affaires, qu'on va acquérir quand le client va sortir. Ouais. Potentiellement, voilà, ça va être 4 ans, etc. L'autre truc qui est important dans le coût d'acquisition, on l'a dit, c'est à peu près 200, on est même un peu moins. Et il faut ajouter après, quand même, moi j'aime bien, enfin, parce qu'il y a plusieurs manières de le calculer, c'est un coût d'acquisition vraiment externe. Et quand on ajoute après le coût d'acquisition, les sales, en fait, la masse salariale, les sales qui vont passer du temps à traiter ces prospects, etc. On va être, puis bien sûr le marketing, le masse salariale marketing qui est intégré aussi. On va être, on va le doubler, hein, quasiment le coût d'acquisition. C'est-à-dire que si on intègre eux, on a 400. En fait, on a 200, c'est un coût d'acquisition externe, les leviers, les AdWords, les choses comme ça. Et après, quand on rajoute vraiment tous ceux qui vont faire en sorte de transformer un client, on passe à 400. Ok. Mais donc la société étant jeune et un vrai churn, le vrai churn, tu l'as pas encore connu. Il y a des sociétés qui se cassent la gueule, et il y a des sociétés que tu sors parce qu'elles sont soit trop grosses, soit le business ne vous correspond pas. Ça veut dire qu'un client va te rapporter entre 5 et 7 000 sur sa lifetime, sur sa durée de vie. On appelle ça la lifetime value, pardon pour l'anglicisme. Voilà, c'est LTV. C'est très très intéressant. Ok. En fait, l'acquisition, je sais pas, ça doit faire entre 5 et 10% du chiffre d'affaires généré par client. Je sais pas le calcul, mais je fais vite fait 400 et quelques sur ce que tu viens de dire. 400 sur 7000, ça doit faire 7% ou quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est toi l'expert comptable. Je me suis lancé dans le calcul, mais ça doit être. Je fais un pas de côté parce que ça m'intéresse. C'est portable, ça compta. Tu vois, c'est quoi la portabilité? Est-ce qu'il y a une barrière à l'entrée? Ce que je veux dire, pardon. Je pensais aux opérateurs de téléphonie qui, depuis 5 ans, t'offrent, tu sais, la portabilité gratuite et ça se fait en 3 clics sur le site internet. Tu donnes ton ancien numéro, tu souscris l'abonnement, bim, ton numéro est porté. Est-ce qu'il y a une friction à la création de compte, justement, sur la portabilité de ma compta? Ça peut arriver, pour plusieurs raisons. En fait, ça, c'est pour des règles déontologiques. La première chose qui peut arriver, c'est que si t'es pas à jour des honoraires de ton ancien expert comptable, il y a un blocage qui se fait. Ça, c'est une règle déontologique chez un nouvel expert comptable. Donc, déjà, si t'es pas à jour de ton ancien expert comptable, et ça, c'est pour essayer d'éviter ceux qui se baladent d'expert comptable juste pour ne pas payer, tout simplement. Donc ça, il peut y avoir une barrière, et l'ancien expert comptable a totalement le droit, du coup, de ne pas passer les éléments nécessaires à la reprise. Bon, ça, c'est un cas particulier. Mais sinon, à part ça se passe très bien. Très clairement, nous, on préfère avoir des clients qui ont jamais eu d'expert comptable. C'est beaucoup plus simple à gérer pour nous, parce que on n'a pas tous les mêmes méthodes forcément en tant qu'expert comptable, parce que le niveau est hétérogène, voilà, pour le dire très déontologiquement. Donc, je sais pas si l'ordre que trace ce podcast. Non, mais c'est des fois on récupère c'est pas des cadeaux quoi. Donc on comprend aussi pourquoi des fois les anciens, les clients ont quitté l'ancien confrère. Si en plus ils avaient pas d'accompagnement, etc. Bon, ça c'est voilà. Donc des fois c'est un peu difficile, mais sinon en soi pour le client il n'y a aucune friction s'il est à jour de ses honoraires, il y a aucun problème. Nous, en fait, on fait un courrier, ce qu'on appelle un courrier déontologique à l'ancien confrère pour dire est-ce que tout est OK pour qu'on reprenne la mission. S'il répond pas dans les 15 jours, ça veut dire que c'est OK. Sinon, il nous répond. C'est assez rare, mais ça doit arriver, si tu veux, je sais pas, sur les 60 clients qu'on a rentrés par mois, il y en a avoir 2 ou 3 où c'est quand même le cas. Mais alors, une question con peut-être, mais il n'y a pas de norme aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, on peut pas faire un XML de ma compta et passer d'un cab à l'autre? J'imagine que tous les logiciels sont capables de faire des exports CSV, je sais pas, mais il n'y a pas une norme?
qui permet de me balader avec le compta? Ouais, si. Alors, la norme, pour dire le mot, c'est ce qu'on appelle le FEC. Le FEC, c'est le fichier des écritures comptables. De quoi? C'est mal choisi comme nom. Le fake, tu vois. Non, le FEC. C'est F. Oui, j'ai Ouais. Mais ouais, le FEC, c'est fichier des écritures comptables. Ok. Et ça, en fait, ça, c'est plutôt une normalisation, c'est-à-dire qu'en gros, avec ce fichier, tu peux le mettre dans n'importe quel outil comptable. Et c'est d'ailleurs ce que demandent les impôts quand ils font un contrôle fiscal. Quand ils font un contrôle fiscal, ils demandent ce fichier-là. Nous, c'est ce qu'on demande d'ailleurs aussi quand on reprend un dossier. Après, la friction qu'il peut y avoir, c'est qu'en fait, souvent, les experts comptables, les anciens, ceux à qui on reprend le dossier, bah, des fois, ça traîne un petit peu à nous donner les éléments. Et c'est vrai que, du coup, parce que nous, on fait pour le compte du client, c'est-à-dire qu'on dit au client, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, et nous, en fait, on contacte l'ancien confrère et on demande les éléments qu'il nous faut. Voilà. La plupart du temps, franchement, vraiment, 90%, 95% du temps, ça se passe très bien. Il y a des fois où il y a un peu de friction, mais sinon, c'est quand même assez simple, et il n'y a pas de coût spécifique. Voilà. Nous, il n'y a pas les opérateurs, je sais pas, nous, il n'y a pas d'engagement, d'ailleurs, par exemple, chez nous. La plupart des experts comptables traditionnels, il y a un engagement, mais chez nous, il n'y a pas d'engagement. Ouais, mais en vrai, c'est chiant. Enfin, c'est normal qu'il y ait pas d'engagement, t'as pas besoin d'en mettre parce qu'on va pas changer de compta et l'expert comptable tous les 4 matins. Voilà, c'est ça, c'est pour ça que nous, on l'a supprimé, en fait. On s'est dit, bon, est-ce que ça a du sens de mettre un engagement? Comme l'ont fait les banques en ligne, en fait. Ils se sont dit pareil. Ils se sont dit, bon, est-ce qu'il y a du sens? Donc, voilà. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'engagement, mais les experts comptables traditionnels ont encore l'engagement souvent sur, en gros, il faut dénoncer la mission 3 mois avant la date de clôture, en fait. C'est un exercice comptable. Je vais clore parce que je me suis encore fait tacler ce week-end sur la longueur des épisodes qui continuent, mais j'ai trouvé cet échange passionnant. Quels sont vos objectifs là pour les 2 années qui viennent? Est-ce qu'il y a un plan à 5 ans? Est-ce qu'il y a un plan à 3 ans? En tant que DG, en tant que CEO, tu fais quoi? Ouais, il va y avoir un nouveau plan justement cette année parce qu'on arrive à la fin d'un plan. Et maintenant justement, on va essayer de travailler quand même pas mal la notoriété et la stratégie de marque pour prendre le relais sur l'acquisition digitale qui marche plutôt pas mal. Bien sûr, le SEO, on va toujours le travailler, mais on va essayer d'aller chercher d'autres leviers en notoriété. Voilà. Et après, ça va se traduire en chiffres. On va essayer d'aller chercher 1 million, très simple, 1 million d'ARR supplémentaires sur l'année qui arrive. Donc passer de 3 à 4. Voilà, c'est ça, tout simplement. Okay, dans les 12 prochains mois. Sachant que si si on fait à peu près voilà ce qu'on avait pu faire, on y arrivera. Ça dépendra aussi voilà de la mortalité liée au Covid en fait malheureusement sur certaines entreprises. C'est pour ça qu'aussi on est quand même resté prudent sur le sujet. Aujourd'hui ça va, il n'y a pas encore trop de défaillances par Covid, mais ça peut vite arriver. Et ça dépendra voilà de cet aspect Covid. Sur le top 3 ou 4, donc il y avait vous, il y avait Doug, il y avait ECL, il y avait je sais plus qui. Tu as une idée du nombre de clients de ces entreprises, toutes ces entreprises confondues? Un vrai nombre, non, j'ai pas. J'ai des chiffres, des chiffres qui sont communiqués, mais qui sont pas toujours les mêmes, etc. Donc j'ai pas de chiffre officiel en fait, malheureusement. Mais du coup, on parle de quoi, 15-20 000 entreprises? Je pose la question pour cela. Concurrents confondus. Oui, ouais. Combien d'entreprises aujourd'hui ou d'indépendants confient un expert comptable en ligne. Un expert comptable en ligne? Peut-être un peu plus, ouais. Peut-être un peu plus parce que j'ai pas les chiffres des ceux qui sont un peu plus petits, ou en tout cas il y en a, ils font un peu du mix entre les deux, ils ont un site mais en fait ils traitent traditionnellement derrière. Mais oui, ça doit être à peu près peut-être 20 000 et c'est sûr que le ratio il est énorme parce qu'en fait le potentiel est énorme parce que tu as à peu près dans notre cible tu as à peu près 2 millions d'entreprises en France. Ok. Voilà. Donc il y a de la marge, il y a une. Ouais, il y a de la marge. Il y a de la marge. Après, forcément, les experts comptables traditionnels, ils sont toujours là et ils ont toute leur utilité. Des fois, nous, d'ailleurs, on dit à des clients, vous devriez aller sur un expert comptable de proximité. On essaye de pousser leur compagnie fiduciaire, bien sûr, mais des fois, les clients ne le souhaitent pas. Mais des fois, il y a un besoin, mais pas forcément. Et c'est pas forcément lié à la taille. On a des clients qui ont grossi d'ailleurs plus vite que nous, même certains parmi nos clients qui sont là depuis le début. Et ils sont toujours chez nous parce qu'ils ont envie de rester chez nous.
Donc il y a quand même une petite marge de manœuvre. Avec en plus un marché qui se développe autour des freelances, autour des indépendants, les banques en ligne qui arrivent encore, il va y en avoir beaucoup encore des nouvelles, les legal tech, enfin voilà, il y a un petit écosystème autour de tout ça. Ouais, la concurrence s'accroît en même temps parce que j'imagine qu'un legal start ou je situe là mais je devrais en citer 2 autres, j'ai des pas en tête là, mais mine de rien est aussi dans ton univers de concurrence, indirect certes, mais un petit peu, mais en soi, nous, ça nous va bien de les laisser sur ce créneau-là, parce que c'est très difficile d'avoir de la rentabilité sur notamment les créations d'entreprises. Sur ce qu'ils font, moi, je suis incapable de le faire. Et voilà, les legal start, si tu veux, je t'incite de ça, t'as Legal Place, Legal Vision. Ils sont sur leur marché. Les banques en ligne, il y a plus de synergie à faire avec les banques en ligne, ce qu'on essaye de faire d'ailleurs, et ce qu'on arrive plutôt bien à faire d'ailleurs. Et d'ailleurs, dans les promesses là, dans les mois à venir, c'est qu'on a un partenariat avec une banque en ligne qui est pas encore sortie, une nouvelle qui va arriver dans les mois à venir. Je tease un peu. Et qui adossé à un grand groupe. Je peux pas dire. Non, ok. Mais voilà. Ça va être intéressant parce que là il y a des synergies avec les banques. Je résume ce qu'on s'est dit depuis 1h30 parce que c'était passionnant, c'était long mais riche du coup. Avant de résumer d'ailleurs, je vous invite chers tous à vous inscrire à la newsletter du panier qui est disponible sur lepanier.io que je vais mettre en route cet été, avec chaque semaine du coup le récap, les grandes idées qu'il y aura eu dans l'épisode de la semaine. Ça compte pour moi est un expert comptable en ligne dans un marché où il y a beaucoup d'acteurs et surtout ces derniers temps nouveaux acteurs, mais vous êtes dans le top 3, top 4 des plus gros acteurs du marché. Vous avez été incubé par un grand cabinet d'experts comptables de proximité physique qui s'appelle la compagnie Fiduciaire. J'ai un doute là, c'est ça? Ouais. C'est ça. Lancement il y a 5 ans en grande pompe lors du salon de l'entrepreneur de l'entreprise. Croissance rapide dès le début avec des dépenses AdWords sur vos principaux mots-clés, mais mise en place très rapide aussi dès le début d'une stratégie SEO qui paye aujourd'hui, puisqu'avec 100 000 visiteurs chaque mois, 90% d'entre eux viennent de trafic organique, donc de SEO. On a parlé de tes conseils sur LinkedIn, où tu dis qu'il faut poster en son nom propre en tant que personne, ça a beaucoup plus d'impact, il faut privilégier les commentaires et du coup trouver des méthodes, des techniques pour augmenter le nombre de commentaires sur un post. Typiquement, par exemple, je vous offre ce livre blanc si vous laissez un commentaire sur mon post. C'est ce qui se voit beaucoup et qui se fait pas mal et qui marche bien. On a parlé aussi de ton panier moyen. Tu dis que tes clients dépensent en moyenne 1 700 € par an, avec un churn qui est difficile à connaître puisque les seules raisons pour lesquelles les clients te quittent actuellement sont parce que les entreprises meurent ou parce qu'elles ne correspondent plus à votre offre en termes de taille ou en termes peut-être de positionnement. Et voilà, dans les grandes lignes, ce qu'on s'est dit, c'était passionnant. Je te remercie encore énormément pour ton temps, Mathieu, et je te souhaite plein de bonnes choses pour la suite. Merci à toi, Laurent, et moi aussi. Plein de bonnes choses. Merci à tous pour votre fidélité et puis à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.